On continue avec un nouveau plateau sur l'activité d'entreprise et les zones d'activité. Et on a le plaisir d'avoir Philippe Vitel, vice-président du conseil régional, Monsieur Albertini, maire de La Valette, Serge Ternoir, président de la FUSI, zone d'entreprise, Laurent Falaise, et j'arrive jamais à le dire, Riviera Yachting Network, l'Acropole et Fuel 83, et Daniel Tussilo, président de Bison Multiservice, président d'Alliance Majeure et président des éditions du Bison. Donc la souffrance, c'est d'avoir l'impact dans ces murs. Voilà. Donc nous allons parler de zones d'activité et savoir comment s'est passé ce moment un peu spécial, Monsieur Ternoir, pendant ces 2 mois-là. Alors la FUSI, donc c'est 600 entreprises, 10 000 salariés sur tout l'Ouest. Lors du confinement, tout s'est arrêté. Pendant 15 jours, il y avait, on va dire, peut-être un tiers d'entreprises qui étaient ouvertes. Mais quand on dit ouvert, ça veut dire que c'était le chef d'entreprise qui était là, les salariés n'étaient plus là. Et puis 15 jours après, ça commençait à revenir tout doucement. Et on arrivait à la fin avec 3/4 des entreprises qui étaient ouvertes, mais pas avec le personnel, puisqu'il y avait un problème effectivement de distanciation. Et donc les chefs d'entreprise avaient le problème effectivement de faire respecter cette réglementation qui était tombée. Et c'était un peu compliqué pour certaines entreprises. Donc aujourd'hui, maintenant que le déconfinement est terminé, je ne pense pas que tout le monde a repris. Il y a encore des gens qui sont en télétravail. Il va falloir remettre les gens au travail. Je pense que ça va être compliqué. Il y a des habitudes qui ont été prises. Alors là aussi, on dit que le télétravail a du bon. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne s'en plaignent pas, qui disent que ça a été très bien. D'autres que c'est compliqué parce qu'il faudra faire venir les ouvriers. Philippe ? Moi, durant cette crise, vous savez que la région était aux premières loges puisqu'elle a la compétence directe de l'économie. Nous avons mis en place une task force économique autour de notre président Bernard Kleinhoff, président de la commission économie de la région. Et chacun dans notre domaine de prédilection, nous sommes allés voir un petit peu ce qui se passait. Je suis à la région président de l'opération d'intérêt régional sur l'économie de la mer. Je suis aussi président du comité de pilotage sur l'économie de défense. Et dans ces 2 domaines, nous avons très rapidement réuni tous les acteurs pour avoir les remontées de terrain. Et les remontées de terrain étaient avant tout celles d'entreprises sous-traitantes qui avaient des problèmes de règlement de factures avec les donneurs d'ordre qui avaient arrêté de les payer. Certains ont joué parfaitement le jeu et je prendrai simplement Naval Group ou Dassault dans la région, pour exemple, mais d'autres donneurs d'ordre, dont je tairai le nom, ont arrêté de payer ce qu'ils pouvaient devoir à leurs sous-traitants, ce qui leur a mis une difficulté supplémentaire au-delà de l'arrêt d'activité. Il y a eu après le soutien qu'on devait leur apporter par les dispositifs mis en place. Les dispositifs d'État, les dispositifs mixtes mis en place par la région, qui nécessitaient d'avoir dans un premier temps obtenu l'aval de l'État. L'aval de l'État, c'est les prêts, les PGE, les prêts gérés par l'État qui étaient directement distribués à partir du moment où il y avait une intervention bancaire. Mais là encore, le bas blessé, puisque certaines banques ne jouaient absolument pas le jeu. Il a fallu donc monter au créneau de ceux qui ne jouaient pas le jeu du paiement de leurs factures, mais aussi au créneau des banques qui, elles, n'intervenaient pas en faveur de l'entreprise pour qu'elles obtiennent les prêts garantis par l'État, les PGE, qui étaient la porte d'entrée de toutes les autres aides. Si vous n'aviez pas le PGE, vous ne pouviez pas avoir accès aux aides de la région. Voilà un petit peu le premier contexte que l'on a vécu dès la fin mars et début avril dans cette crise économique. Monsieur le maire, donc à La Valette, ça s'est passé comment il y a... La Valette, vous savez que c'est la plus grande zone commerciale et économique du Var, sur le territoire de La Valette, je dirais sur le territoire de la métropole, puisqu'il faut aussi parler dans la dimension territoriale qui est la bonne.
Mais je pense que surtout, le gouvernement a découvert qu'il y avait des maires en France. Et que finalement, les maires, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Puisque je pense qu'on a été les premiers remparts et les derniers remparts des personnes qui étaient en grande difficulté, qui étaient perdues, qui ne savaient plus à quel sein se vouer, qui étaient dans une situation compliquée, qui n'avaient aucun moyen de défense contre ce virus. Et ce sont les maires qui se sont attelés à la tâche. Et je dois dire que tous les maires de la métropole et les autres ont montré que sur le terrain, on était quand même très efficace. Au niveau de l'économie, nous, toute la zone s'est arrêtée. S'est arrêtée, sauf les supermarchés qui ont continué à pouvoir distribuer, bien entendu, la nourriture nécessaire. Mais il y a aussi une économie qui a vu le jour et que l'on a redécouverte. C'est l'économie des petits commerces de proximité. Ouais, et ça a été très important. Parce que sans les petits commerces de proximité, aucune ville, aucun village n'aurait pu continuer à apporter la nourriture nécessaire pour les habitants. Donc ça a été important aussi. Et je pense que moi j'ai une formule qui me paraît évidente, parce que quand il y a une crise comme celle-là, on doit tirer une leçon de la crise. On ne peut pas recommencer, une fois que la crise est terminée, exactement de la même façon qu'avant. Et je pense que c'est le système, on va dire le système en général, qui était en train d'asservir l'homme. Eh bien, aujourd'hui, il faut que le système il soit au service de l'homme. Je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est celle-là. Et nous allons faire le maximum pour qu'on puisse continuer dans cette direction-là. C'est vrai qu'il y a des zones économiques, c'est vrai qu'il est important de pouvoir travailler avec des zones économiques et commerciales, mais il est important aussi de pouvoir travailler avec ces petits commerces, avec son artisanat, qui est une force vive de notre pays. C'est tout le mal que se donne Laurent Falaise. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé de cluster pendant cette période de crise que l'on connaît. Vous êtes à la tête d'un cluster dans le yachting. Comment se porte le yachting aujourd'hui, M. Falaise ? Le yachting, je dirais, c'est une activité comme une autre. On a toujours positionné le yachting comme une activité de grand luxe, avec des profits considérables. Donc là, je reviens à la réalité. C'est des hommes et des femmes, c'est des projets d'entreprise. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que le yachting a été quand même largement secoué. Et doublement parce qu'il y a cette connotation internationale où aujourd'hui, on n'a pas encore la maîtrise. Nous, la problématique de Schengen aujourd'hui, c'est que nos clients ne peuvent pas remplir le contrat. Les contrats de charter aujourd'hui ne se formalisent pas parce qu'il y a encore une incertitude sur l'ouverture de Schengen, hors Schengen. On parle d'ouverture progressive. Moi, je voudrais une ouverture totale et rapide. Mais là, la problématique, c'est du ressort du gouvernement. Mais au niveau du yachting, les entreprises que l'on a dans le yachting sont de dimension nationale, internationale, parce qu'elles ne sont pas vraiment locales C'est des entreprises locales avec une dimension internationale. Il y a tout l'aspect réparation-entretien, mais cet aspect économique, réparation-entretien, est lié, dans un second temps, et dépendant de l'activité charter. Si on fait une mauvaise saison de charter, je peux vous dire que les chantiers début octobre, ils feront grise mine, parce qu'il n'y aura pas l'attente considérée. Donc aujourd'hui, nous, notre revendication, elle est sur l'ouverture rapide et totale des frontières hors Schengen. Voilà. Pourquoi ? Parce que les clients de ces bateaux de luxe, où on parle des charters de milliers, voire de millions d'euros, qui font vivre à la fois l'enceinte portuaire, mais la région. Je peux vous dire que c'est plus de 800 millions d'euros de retombées économiques pour la région. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas, je dirais, les accords internationaux pour venir sur notre territoire. C'est l'effet bloquant. Monsieur Tussilo, je vais peut-être poser une question à Monsieur Tussilo. Monsieur les présidents, parce que j'ai vu que vous étiez président à de multiples reprises, comment vous avez vécu cette crise, je suppose, de manière mitigée, parce que vous l'avez vécu aussi bien dans le cadre de vos activités, mais aussi dans le cadre de la crise. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ces 2 mois et demi que l'on vient de connaître ?
Alors au niveau des activités, nous sommes dans des activités où on peut continuer à travailler et on a même été incité par le gouvernement à continuer à travailler. Quand vous dites que nous sommes dans des activités, vous pouvez préciser les activités? Alors notamment au niveau du nettoyage, du transport de déchets, on nous a incité à continuer à travailler. Je suis le directeur de la Cogène, qui est une entreprise de nettoyage industriel. On a reçu du gouvernement d'ailleurs des consignes strictes pour essayer de freiner le coronavirus en faisant des désinfections des points de contact, parce qu'on travaille beaucoup sur les résidences, donc des points de contact sur les résidences. Donc à ce titre d'ailleurs, je permets de saluer toutes nos femmes de ménage qui ont continué à travailler avec la peur au ventre, parce qu'au départ c'était quand même de l'incertitude. On ne savait pas exactement comment se transmettait le virus. Elles ont continué à travailler, elles ont œuvré. Au départ avec peu de moyens, et puis après avec plus de moyens. Donc nous, on a été incités à continuer à travailler. Au niveau de l'association Alliance Majeure, on est très recentré sur l'humain. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on a changé notre manière de travailler parce que nos réunions, c'était des déjeuners réguliers, le contact physique était important. Donc on a changé radicalement, on a fait plus de visioconférences et on s'est surtout informé de ceux qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, on s'est aperçu, et j'ai eu encore aujourd'hui quelqu'un qui ferme boutique, qui a une agence de voyage. Donc notre principal travail aujourd'hui va être d'essayer de la reclasser et de lui trouver un boulot qui lui convient. Donc c'est plus dans cet aspect-là qu'on peut être utile. André Sénanège, qui était présent avec le directeur de Carrefour Renault, ont continué à œuvrer. Ils ont fourni régulièrement de la nourriture qu'ils ont récupérée à des facs, parce que les restaurants universitaires étaient fermés. Donc ils se sont retrouvés en grande difficulté, notamment vers Aix, etc. Et régulièrement, une fois par semaine, ils ont amené des camions. Et ça, c'est précieux. C'est pour ça que c'est avec des hommes comme cela, en se serrant les coudes, qu'on arrive à sortir de certaines difficultés. Je les vois là-bas, je les salue, je les remercie, parce que c'est vraiment précieux. Et on s'est aperçu que pendant cette période, des gens se sont retroussés les manches et ont aidé d'autres personnes. Il y a des individualités. Monsieur le maire, avec les masques, il a fait 22 000 masques, je crois. 22 000 masques faits par 100 couturières bénévoles valettoises. C'est incroyable. Voilà, ça c'est un élan de solidarité. C'est magnifique. Et au niveau de la fusil, vous avez le même constat? Il y a des entreprises qui s'arrêtent et d'autres, il y a de la solidarité qui s'est créée. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Alors nous, on n'a fait que relayer parce qu'on n'est pas organisé. De toute façon, nous, on a un bureau de poste, donc il a fallu faire comme tout le monde, fermer la porte. Par contre, on n'a pas pu consigner en permanence le courrier. Donc on a décidé d'ouvrir l'agence 1 heure ou 2 heures par jour afin que les gens puissent récupérer le courrier. Après, on a relayé effectivement sur notre réseau interne toutes les informations que la région, que le département ou que le métropole faisait. Nous, on n'a rien fait de plus que ça, quoi. Par contre, si une entreprise venait nous voir ou nous interviewer en disant où est-ce que je peux trouver des masques, parce que dès le départ, ça a été un peu la crise sur ça, où on peut trouver des masques, on avait un peu des réseaux pour les orienter sur le bon fournisseur. D'accord. Monsieur Vittel, on parle un peu de solidarité. Je sais que vous avez une passion, il y a un dossier qui vous tient beaucoup à cœur, qui est l'économie sociale et solidaire ainsi que l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots sur ces dossiers-là? Je crois beaucoup en l'économie sociale, solidaire et circulaire. Avant la crise déjà, le constat était qu'elle représentait 10 milliards d'euros de PIB dans notre région, soit 7% du PIB, et qu'elle représente surtout le tiers des emplois qui ont été créés dans notre région les 3 dernières années. Aujourd'hui, que peut-on constater? On constate que, inexorablement, nous allons d'abord vivre un retour au rural. Nous allons avoir un équilibre des territoires qui va changer. La métropolisation a vécu et l'on va avoir des personnes qui se réinstalleront dans des zones aujourd'hui désertifiées ou plus ou moins en baisse d'activité parce qu'elles ont bien vu qu'en cas de malheur comme celui qui nous est arrivé, elles y vivraient dans des meilleures conditions qu'en ville, qu'il y a là
un potentiel qui peut aujourd'hui, dans cette recherche aussi, d'un environnement plus sain, d'une alimentation plus locale, dans le cadre aujourd'hui de toute activité que l'on peut développer dans la proximité, le moyen de vivre autrement. Vous pensez Et que cette vie autrement locale... va se construire, et cette économie locale, sur l'économie sociale, solidaire et circulaire. Vous pensez que le consommer local va perdurer au-delà de... Il va perdurer largement au-delà de la crise que l'on connaît aujourd'hui. Il va y avoir des nouveaux modes de vie qui vont se mettre en place. Pour cela, il faut appuyer cette économie. Il faut des entrepreneurs engagés, c'est-à-dire des personnes qui ont une idée, qui est vertueuse, qui mérite d'être accompagnée. Il va falloir aussi que dans les visions que l'on a de l'aménagement du territoire, on apporte les services, on apporte la qualité de vie dans toutes ces zones-là. À la région, on a 2 domaines dans lesquels nous avons énormément travaillé depuis 4 ans. C'est d'abord le schéma régional d'aménagement, de développement et d'équilibre territoriaux. Le SRADET, qui est aujourd'hui un schéma opposable et dans lequel décline tout cela. Finalement, c'était une anticipation de la situation que l'on connaît aujourd'hui. Si on a pu par moment se poser la question de savoir si ce document était vraiment pertinent, aujourd'hui, on a la certitude que oui. À côté de ça, notre région, qui se veut intelligente et durable, a développé tout azimut un projet de numérisation globale de la région. Nous n'aurons en 2024 plus aucune zone qui ne soit accessible au haut débit. Troisièmement, d'un point de vue environnemental, pour être une région durable, nous avons mis en place un plan climat que nous appelons COP d'avance, avec 100 préconisations pour lesquelles nous consacrons un tiers de notre budget chaque année. C'est immense, c'est 700 millions d'euros que nous mettons chaque année dans l'environnement dans la région. Lorsque on combine l'économie sociale, circulaire et solidaire, la nouvelle réorganisation des territoires avec le SRADET et notre plan climat, nous avons là tous les ingrédients qui vont nous permettre de construire à l'avenir une région beaucoup plus équilibrée, une région beaucoup plus dynamique, avec tous les territoires qui en sortiront gagnants. Et donc d'en renforcer l'attractivité. Et bien sûr renforcer l'attractivité. Voilà l'ambition qui est la nôtre aujourd'hui, que nous allons espérer pouvoir décliner dans un nouveau mandat, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il doit y avoir des élections régionales en mars 2021, normalement. Mais ça va être un enjeu considérable de mettre tout cela en place pour vraiment construire la région de demain. Monsieur ? Non. Ce que je voulais savoir, en fait, j'avais eu peut-être une petite remarque, puisqu'on en est à parler des zones d'activité. Vous aviez dit que vous aviez une des plus grosses zones d'activité dans le département. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ces zones d'activité craignent qu'il y ait une réduction de l'attractivité justement de ces zones, qu'il y ait moins de monde qui viennent et donc qu'ils aient des difficultés à payer leur loyer, à pouvoir tenir plus longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire ? Écoutez, moi je pense qu'il faut avoir un équilibre. C'est l'équilibre qui est important. Il ne s'agit pas que tout le monde aille dans les zones commerciales, il ne s'agit pas que tout le monde aille chez les petits commerçants, il faut trouver un équilibre. C'est un équilibre qui est important. Et nous, les collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit la métropole, que ce soit les intercommunalités, que ce soit le département, que ce soit la région, mais là, un peu moins la région à ce niveau-là, il faut qu'on puisse réinvestir. Ce sont nous les premiers investisseurs qui faisons travailler le bâtiment, par exemple. Nous avons travaillé tout un tas de métiers au travers des investissements. Il faut qu'on puisse continuer à investir durablement, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il ne s'agit pas de construire à tort et à travers, mais d'investir durablement, de trouver des nouveaux moyens de loger les gens, parce qu'il faut aussi de l'attractivité au niveau du logement aussi. Nous avons ça en charge. Pour la ville de La Valette, il y a 500 demandes de logements sociaux en instance. Et pour une ville de 25 000 habitants, alors vous mettez ça à l'échelle du département ou de la région et vous avez une idée du manque qu'il y a dans ce domaine-là. Donc tout ça, je pense que nous devons immédiatement reprendre des activités qui vont nous permettre de faire travailler les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, la crise économique, elle est là.
Donc il faut absolument que les entreprises retrouvent du travail, qu'il y ait un dynamisme, mais que ce dynamisme ne se fasse pas dans n'importe quelle direction. Et vous-même, vous allez organiser des activités, des animations qui vont permettre d'attirer du monde, de drainer du monde vers ces zones d'activité? Bien sûr, bien sûr. Vers ces zones d'activité d'une part, et vers le centre-ville d'autre part. Voilà, c'est ça. Je pense que le centre-ville est aussi une zone d'activité quand même. C'est une très belle zone d'activité. Nous avons 150 commerces en centre-ville. C'est une zone d'activité aussi. C'est une galerie marchande à ciel ouvert dans un centre historique. Donc il est important de pouvoir aussi favoriser ces commerces, mais ça ne veut pas dire que je vais interdire aux Valettois d'aller dans les zones commerciales. C'est totalement... Tout ça peut être totalement équilibré. Totalement équilibré. D'ailleurs, quand on parle de zones d'activité, pour que les choses soient claires, en fait, on ne parle pas forcément que de zones commerciales, parce qu'on a des zones artisanales, on a des zones industrielles, après on a des zones qui sont très viticoles ou agricoles. Et donc quand on parle d'attractivité des zones d'activité, on parle de toutes les zones que l'on peut avoir à la fois sur notre territoire et notre département, parce qu'on a quand même des très très belles zones, aussi bien en centre-ville, en cœur de ville, qu'en périphérie de ces villes. Et il y a beaucoup d'activités et des chefs d'entreprise qui tous les jours justement montrent qu'elles aiment leur territoire, leur terroir, et qui travaillent justement pour le développement et cette attractivité-là. Et là, je prends ma casquette de conseiller départemental. On est le 2e département touristique de France, après l'Île-de-France. Donc, il est important aussi qu'on redevienne très attractif à ce niveau-là. Il y a plein de choses à découvrir et nous avons le devoir de mettre tout ça en valeur pour que notre département devienne encore plus attractif. Monsieur Falaise, vous aviez tout à l'heure une remarque sur l'Acropole. Vous vouliez nous en dire 2 mots peut-être? Oui, alors avant de revenir sur l'Acropole, moi ce que je tenais à préciser, c'est que ce qu'on a connu avec le Covid, il y a des réactions. Et ma première réaction, moi, c'est de féliciter les maires. Parce qu'au titre de l'Acropole, au titre de la métropole, quand on voit les engagements qui vont être pris par le président de la métropole, avec l'ensemble des vice-présidents pour soutenir l'économie de la métropole et indirectement du département, c'est un gage de confiance. Vous savez, quand il y a un monde politique fort, avec un monde économique varois, métropolitain, c'est la gagne. Voilà. Tout s'est construit par la confiance. Et aujourd'hui, la confiance est au rendez-vous. Je peux vous dire une chose, c'est que le monde politique de notre département ont été au rendez-vous. Il faut le dire. Il y a eu des fois où ça n'a pas été le cas, mais pour le Covid, je tenais à vous remercier. Le monde économique n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui sans ce rendez-vous, sans cette main tendue. Voilà. Et je ne fais pas de politique. Moi, je défends le territoire du monde économique. Mais s'il n'y a pas cette main tendue, c'est compliqué pour concrétiser les projets. Mais vous rejoignez ce qui a été dit sur les différentes tables rondes qui précédaient. Effectivement, ici en métropole, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'actions qui avaient été faites pour soutenir les activités. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut dire. Mais il y a aussi des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut dire également. C'est que je pense que le monde bancaire n'a pas été au rendez-vous. Parce que quand on parle des PGE qui sont, je dirais, analysés et traités par l'entremise du monde bancaire, ça a été ma grande déception aujourd'hui. Parce que ça a été construit, ce produit a été construit pour aider les entreprises qui rencontrent des difficultés et qui allaient en rencontrer encore plus. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on propose le PGE à des gens indirectement qui n'en ont pas besoin. Ou ceux qui en ont vraiment besoin, c'est de façon timorée qu'on leur propose. Donc moi, ce que je dis une chose, si je dois dire quelque chose au gouvernement, c'est changer la donne. On ne peut pas rester comme ça. Parce que la liquidation d'une entreprise, c'est un échec pour l'entrepreneur, mais c'est des retombées négatives pour l'enceinte de l'entreprise. Les sous-traitants, les salariés, les organismes sociaux. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement sur ce comportement-là ? Monsieur Falaise, sur le PGE, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont profité du PGE, qui leur a permis d'avoir une trésorerie. Oui, mais pas en grande majorité. Non, mais quand je dis, moi, je vous le dis, je suis au contact des chefs d'entreprise. Ça a été un peu le chemin du combattant pour arriver à obtenir un minimum d'emprunt. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'en fait, beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas parmi ceux qui l'ont eu, connaissaient les conditions d'octroi, mais ne connaissent pas les conditions à 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et en fait, il y a encore des interrogations là-dessus. Oui, on ne connaît pas la rémunération des taux. On connaît la rémunération du taux de la première année, mais on ne connaît pas les rémunérations. Oui, après, ça a été un bon outil. Mais je dirais une chose, ils ne sont pas allés jusqu'au bout des choses.
Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas eu droit au PGE. Il y a eu une inertie de départ très difficile. Effectivement, il y a eu certains qui ont été vertueux, d'autres qui ont été beaucoup moins. Je crois qu'il faudra s'en souvenir et lorsque on ira voir nos établissements bancaires, se souvenir de ceux qui ont joué le jeu et ceux qui ne l'ont pas joué. Parce que effectivement, ça a créé d'énormes problèmes. Le gouvernement a tapé sur la table, Bruno Le Maire a tapé sur la table au moment où il le fallait, et certains ont modifié leur comportement à ce moment-là, et ça a fait perdre énormément de temps aux entreprises. Mais on est bien d'accord qu'on va encore solliciter le PGE pour les entreprises qui éventuellement pourraient en avoir besoin. Absolument. Oui, après, il y a encore la question. Absolument. Comment on peut, on ne va pas polémiquer, mais comment on peut prêter 7 milliards d'euros à Air France? Comment on peut prêter 900 ou 800 millions d'euros à la FNAC alors que ça dépasse la valorisation, la capitalisation de ce type d'entreprise? Comment ils vont faire pour rembourser? Ça, c'est la grande interrogation. Moi, je suis entrepreneur, j'ai eu recours au PGE, on va me demander de rembourser. Mais ces grands groupes, est-ce qu'on va leur demander les mêmes modalités que moi? Et on va toutes demander de rembourser, et c'est là où on peut vivre une crise économique majeure dans les mois à venir, qui sera déportée à la rentrée à septembre ou octobre. Retardé, c'est simplement au moment, retardé. et c'est retardé l'échéance. C'est ce qui m'inquiète énormément. Et lorsqu'on envisage aujourd'hui 11% de récession en France en 2020, c'est parce qu'on tient compte de ce qu'il risque de se passer à la rentrée. Aujourd'hui, on n'est pas dans des conditions de 11% de récession. C'est la crise économique que l'on peut connaître en septembre ou octobre si l'activité ne reprend pas à 100% par rapport à ce qu'elle était auparavant, qui va gêner les entreprises. Et beaucoup d'entreprises étaient sur le fil du rasoir avant la crise. À partir du moment où aujourd'hui, elles vont avoir une charge de remboursement supplémentaire, même si elles reprennent leur activité à 100%, ça sera encore plus dur pour elles que ce que ça l'était avant la crise. C'est ça la vraie problématique. Et puis la troisième. Faire en sorte qu'il y ait de la consommation. Il faut de la consommation. Dans les entreprises de façon à pouvoir limiter. Et la troisième interrogation. C'est pour cela qu'il ne faut pas d'augmentation d'impôts. Oui, voilà. Il faut de la consommation. Et la troisième interrogation à aujourd'hui, c'est qu'on dit il faut valoriser les circuits courts. Il faut acheter local. Mais il y a tout un formalisme législatif à mettre en place sur les marchés publics. Vous, en tant qu'acteur politique, vous n'allez pas faire n'importe quoi. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, il y a la confiance qui s'est créée auprès des entrepreneurs. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, je pense qu'on va aller jusqu'au bout, mais pas ce soir, parce que malheureusement... Peut-être un mot sur la métropole. Justement... Parce que, quand même, la réunion qui a eu lieu il y a quelques jours à la métropole, où on a mis en place un médiateur, William Reich, pour le nommer, où la métropole a investi justement dans les entreprises qui étaient en difficulté. Le président de la République, il a dit « tout ne se décidera pas à Paris ». Mais maintenant, si tout ne se décide pas à Paris, il va falloir nous donner les moyens, parce que des décisions, on sait les prendre, mais il faut qu'on ait les moyens de pouvoir tenir aussi. Merci. On va terminer sur ces bons mots de... Le cadre législatif se fera par Merci messieurs.